Donc vous voyez pourquoi j'ai dit que M. Hamadi a ajouté une autre dimension, c'est le rôle de l'intellectuel. Moi je suis content parce qu'il a parlé en français, il m'a épargné la traduction, parce que traduire, c'est trahir. Et il n'y a pas mieux que lui qui peut expliquer sans trahir ses propres pensées. Omar Khayyam, il parlait d'un monde habité par les il a parlé du monde, il a partagé, il a qualifié les gens qui sont dans le monde, il nous passe soudain dans le puits du nez. Donc, tout ça pour dire que la dimension de l'intellectuel, il est là pour nous interroger, pour nous dire attention, c'est vrai qu'il y a le monde, il y a les relations, on va dire, économiques, mais attention, il y a un être humain qui est composé d'autre chose que, c'est-à-dire l'intellectuel, il nous protège de cette perversion qui est liée au plaisir. Parce que le plaisir est inévitablement lié à la perversion. Donc comment élever le niveau pour consommer, pour avoir du plaisir, tout en étant conscient pour se prévenir de la perversion. Voilà, on ne va pas, le programme est tellement riche que je sais qu'il y a l'horloge biologique, on va essayer de la déclencher avant de terminer le programme, n'est-ce pas? L'horloge biologique, c'est l'estomac. Alors, je vais inviter notre expert international en management stratégique, le polyculturel M. qui va parler de l'industrie culturelle et du développement territorial. Il a 15 minutes. Alors je rappelle qu'en 15 c'est 10 plus 5 minutes. Bonjour à tous. Donc après cette brillante intervention, je vais essayer de ne pas être trop démarcatif. Donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible, tout en sachant que, et ça c'est une réflexion qui me vient suite aux remarques qui viennent d'être faites, dans ce genre-là de matière qui est très complexe en fait. Il y a une certaine forme de, je dirais, c'est une certaine forme de plasticité des concepts qui vous échappent continuellement. On peut avoir cette impression-là à un moment donné, et ça ajoute à la complexité. Et face à cette complexité-là, c'est clair que, là c'est la réflexion qui me vient immédiatement après exposé, c'est que on peut être très vite dans ce débat, est-ce que je suis dans le manipulatoire, est-ce que je ne suis pas dans le manipulatoire? Et donc quand on fait de l'intelligence stratégique, du management stratégique, etc., et surtout dans l'interculturel, moi je suis plongé continuellement dans l'interculturel, on est toujours face à ce débat-là. Et on essaie de s'en sortir en bricolant, parce qu'évidemment, moi je n'ai pas l'expertise universitaire, l'expertise scientifique. Qu'ont mes deux prédécesseurs à la tribune. Et donc, en tant qu'expert ou les consultants sur le terrain dans des mondes très interculturels, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir des réalités qui sont parfois très dures, qui sont toujours très très complexes. On essaye de gratter un peu le vernis, on essaye de rentrer en profondeur des choses, d'appliquer des critères d'analyse.
et de se raccrocher ensuite à des modèles de référence téléphoniques et conceptuels pour essayer de bricoler, j'appelle ça du bricolage, parce qu'on n'est pas dans le processus réellement scientifique. Le bricolage de solutions sur le terrain. C'est ce que j'ai fait notamment à Marrakech en créant un cluster industriel de toutes pièces. Et c'était un contexte très difficile parce qu'on nous disait au départ, vous n'allez jamais y arriver parce que dans la culture marocaine, ça ne peut pas marcher parce que la culture marocaine elle a trop d'obstacles par rapport à une logique de cluster industriel. Et ça, c'est un message quand même très positif, un message d'espoir, c'est qu'en partant de rien, et soi-disant en ayant tous les obstacles culturels devant soi, on y est quand même arrivé. Donc, là, maintenant, je vais embrayer là-dessus, et à partir d'une remarque et d'une idée forte que je retire de l'exposé de M. Paul, et de dire voilà, il faut changer de régulation, et parce que l'économie est passée à une économie de monopole temporaire. Et les sociétés qui veulent s'en sortir, avec des bonnes stratégies, elles doivent veiller à continuellement se renouveler, créer des situations de monopole temporaire sur des segments de marché. Et donc là, en fait, ce n'est pas une projection d'avenir, parce que réellement, concrètement sur le terrain, on y est déjà. On est déjà dans cette guerre-là, dans cette bagarre-là. Et je dis que c'est une guerre, une bagarre, pourquoi? Parce que on est au cœur en fait de la compétitivité. Ce qu'on appelle la compétitivité, là maintenant, par le biais de l'intelligence économique, par le biais de l'intelligence stratégique, c'est ça. On est là maintenant. Il faut se créer chaque fois, et toujours aider de plus en plus des positions monopolistiques sur les segments. Et ça demande énormément de créativité. Et à un moment donné, pour créer cette créativité-là, on s'est dit, ben ouais, il nous faut des industries créatives, il nous faut des industries culturelles, dans lesquelles on va aller puiser, nous les industriels automobiles, de l'aéronautique, n'importe quoi, on va aller puiser des ressources nouvelles de créativité pour relancer la machine. Et à partir de là sont nées les réflexions sur la création d'industries, de secteurs organisés en industries créatives et culturelles. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans la matière. Les territoires se sont lancés sur la problématique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ah ouais, si on crée des industries créatives et culturelles dans nos territoires, ça va donner de l'emploi en direct, de la croissance, des impôts nouveaux, des nouvelles ressources. Ça va positionner notre territoire pour faire du marketing autrement. On va faire de la culture pour le territoire. Donc là, on rejoint cette thématique culture de masse ou pas culture de masse. On rejoint cette débat philosophique-là. Et puis, en créant un territoire, en créant un secteur des industries créatives et culturelles, je vais pouvoir relancer de manière plus globale mon économie. Parce qu'on a besoin de la création. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ce sont des termes, ce sont des concepts. Et il y a une très grande variété de définitions. C'est ce que j'appelle la plasticité des concepts. Ça veut dire que tout le monde les a dit selon ses objectifs et selon ses perspectives. Alors, quand on définit ce que c'est les industries créatives et culturelles, on a un problème. Normalement, le point de départ, quand on observe, quand on lit un peu les théories, il y a trois concepts clés qui rentrent dans les définitions conceptuelles de tous ces secteurs, de ces activités. La première chose, c'est qu'on est dans l'immatériel. Ça veut dire, et ça c'est un changement de paradigme essentiel, c'est qu'on n'est pas dans l'immatériel. On ne vend pas des voitures, on ne vend pas des avions, mais alors qu'est-ce qu'on vend? Mais on vend de l'immatériel. On vend de la création, on vend des idées, on vend des œuvres.
Donc on est dans le monde de l'immatériel, dans le monde des idées. Alors, comment vend-on des idées? Comment on met des idées sur le marché? Et comment on va rentabiliser une idée que je crée et que je mets sur le marché? Alors ça, ce sont de grosses questions sur lesquelles des bataillons d'avocats et de spécialistes juridiques travaillent. Et ils travaillent notamment sur ces concepts de droit de propriété. Alors concrètement, là je sors d'un travail que j'ai accompagné, ils ont travaillé avec moi en fait, avec une équipe d'étudiants en master en sciences juridiques de l'Université catholique de Lille. Et le thème du travail, c'est de dire voilà, je produis des idées, je produis des concepts, je les mets sur le marché. Qu'est-ce qu'il me faut comme outil juridique là et maintenant pour garantir mes retours sur l'investissement? Et alors, là aussi, ça rejoint la problématique que M. Paul a décrit dans l'économie. Ça veut dire qu'on est dans une économie de conception. On va sortir des concepts, on va les mettre sur le marché. Une fois qu'il est sur le marché, le concept, pour le produire après, c'est plus rien. Parce que tout est finalisé, tout est emballé, packagé, mis sur le marché. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on doit calculer son coût, justement, pour être dans le coût et pour avoir la rentabilité de son investissement. Donc là, des étudiants ont travaillé pour moi, et avec les gens de l'école, enfin, de l'ex-école de mine du code des responsables de l'économie, on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, et ça génère une nouvelle réflexion sur de nouveaux business models. Donc, on est un peu dans ce travail conceptuel vaste, mais qui est important sur un plan problématique, ça veut dire, sur un plan pratique, ça veut dire que quand on est dans des industries créatives et culturelles, ça demande de nouveaux schémas d'affaires, ça demande de nouveaux outils juridiques. Alors, ici j'ai repris une représentation que je trouve bien et je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent sur la définition des périmètres des secteurs, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'investissement regroupés sous le regard industrie culturelle et créative. Alors, c'est un schéma qui est utilisé par la métropole du Grand Lyon, en France, et qui synthétise 3 niveaux d'activité. Il y a le premier niveau d'activité, la culture, les industries culturelles proprement dites. Et là-dedans, on vient d'en parler, il y a cinéma, vidéo, il y a radio, télévision, etc., musique. Donc c'est la culture, c'est le noyau de la culture. Par rapport à ça, il y a des industries créatives qui se mettent en place. Et là, on a toute une panoplie d'activités qui sont par exemple les arts du spectacle, multimédia, jeux vidéo, communication, photographie, architecture, publicité, design, mode, discussion. Alors, communication, multimédia, jeux vidéo, j'y reviens brièvement là-dessus parce qu'on en a parlé dans les précédents exposés. On a parlé des technologies de l'information, des systèmes d'information, etc. Par exemple, au niveau européen, dans toutes les expériences territoriales de constitution de pôles des industries créatives et culturelles, tout ce qui touche à l'informatique, les systèmes d'information et multimédia, entre dans ces définitions-là. Alors, je ne vais pas aborder la légitimité d'inclure ces activités-là par rapport à une logique d'industrie créative, parce qu'il y a aussi un effet, les territoires pour renforcer leur pôle, mais ils mettent tout le multimédia et toute l'informatique dans le pôle. Et on développe avec ça des pôles de l'industrie créative et culturelle. Donc là aussi, il y a tout un débat sur le fait de savoir quelle partie dans les systèmes, dans l'informatique, rentre dans l'informatique multimédia peut être considérée comme une industrie créative et ce qui ne peut pas être considéré comme une industrie créative. Je laisse de côté le débat actuel. Pour finir, en fait, sur
la dernière strate d'activités qui sont les activités liées à la culture et à la création. Et alors là-dedans, on y met les marchés de l'art, l'artisanat rentre dedans, le patrimoine, les galeries d'art, le tourisme, les musées, et donc il s'est inclus dedans ici des titres. Alors, pour conclure sur ce sujet de la définition, il y a une définition qui est précise, voilà, qui est proposée par un professeur au Bourgogne, et à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et qui s'appelle Fabrice Claudion, et qui dit voilà, de manière précise, ce que représente cette industrie-là, c'est quoi? C'est le patrimoine culturel, les arts du spectacle, les industries de l'audiovisuel, l'édition et l'informationnétique. Donc là-dedans, on a le livre, etc. On a les micromédias, la création industrielle. Alors là, quand on dit la création industrielle, c'est quoi? C'est le design, le design de nouveaux produits. Le design de nouveaux produits entre dans ces industries créatives. Les services créatifs, donc dedans on a l'architecture, la publicité, plus le design, les relations publiques, etc. Les industries de goût, l'artisanat, le luxe, mode, gastronomie, vin, spiritueux, industrie de loisirs et de divertissement, parcs d'attraction, tourisme, hôtellerie, sport, jouets, loisirs créatifs. Alors, effectivement, lorsque vous voyez cette définition-là, et lorsque vous regardez vos territoires au Maroc, vous me dites, bon sang, on a du potentiel quand même. Ça nous paraît être quelque chose, ces industries créatives et culturelles, quelque chose d'assez inatteignable. Et finalement, quand on gratte un peu, mais finalement, ici dans les territoires marocains, on a un potentiel important. Et c'est ce que j'ai déjà dit, notamment un jour dans une réunion à Stade, c'est que, ouais, quand vous faites le compte, quand vous observez un peu toutes les ressources que vous avez, c'est pas mal. Vous avez des secteurs artisanaux très forts, vous avez des métiers d'art très forts, vous avez de la production agricole qui peut générer des produits de luxe, vous avez déjà des secteurs du design et de la création qui sont déjà très développés, et vous avez un contexte culturel, et vous avez une âme marocaine qui est ouverte à la création. Pour preuve, le dernier exposé qui vient d'être fait. Donc, tout d'abord, il faut prendre conscience des perspectives qu'on a devant soi. Et il faut travailler à partir de ça. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a tout un potentiel à travailler au niveau marocain. Et donc, l'idée de pouvoir un jour créer des clusters spécialisés dans ces industries. Alors, un territoire, quand il va développer un pôle d'industrie créative et culturelle, pourquoi va-t-il le faire? Et ça, on l'a déjà un peu approché. C'est clair que directement, le secteur, il crée de la valeur, il crée des emplois, et indirectement, notamment via les dynamiques intersectorielles, il va générer la création de valeur dans toute cette économie. Et il va devenir un pôle d'attraction. Et c'est le cas, on va voir ça. Mais je peux passer en revue d'autres thématiques qui permettent de renforcer ce marketing territorial. Et les territoires ne sont plus. Ensuite, il y a des impacts. Ces industries-là, et toute stratégie territoriale de ces industries-là, ne sont pas neutres vis-à-vis de la culture, des thèmes culturels et des débats culturels, du rôle de la culture dans le développement, mais pas seulement économique, mais aussi dans le développement social, dans le développement humain. Et dernière dimension que je vais souligner ici avec vous, très brièvement, c'est la symbolique. Ça veut dire que si on a une culture très forte, si on a une capacité de création du territoire
forte. Pour le territoire, c'est un symbole. C'est un symbole de vitalité, c'est un symbole de progrès. Et c'est un symbole qu'on voit sur l'échiquier international, et des relations internationales, où on vaut quelque chose. Et on devient un point d'attraction. C'est quelque chose de très important. Et je passe outre tout le débat sur le fait que ces industries-là sont irrémédiablement attachées à l'exploitation de certains symboles culturels du territoire. Il y a certaines ressources culturelles du territoire. Il y a certaines représentations du territoire. Donc, qu'est-ce que ça donne de manière très concrète lorsqu'on atterrit sur le terrain? Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain constituer des pôles d'industrie culturelle et créative pour un territoire? Si je prends l'exemple d'une ville comme Liège, en Belgique, on a dans le territoire une friche qui s'appelle l'hôpital de Bavière, qui est un ancien hôpital, grand hôpital de la région liégeoise, hôpital militaire, et on a là des bâtiments, des terrains qui sont en friche, mais qui sont remarquablement situés dans un centre-ville, facile d'accès, avec tous les moyens de communication. Donc on a délimité un territoire bien précis, ça c'est important dans la définition de ces pôles, c'est-à-dire qu'on détermine urbanistiquement un territoire, et là-dedans on va y investir de nouvelles infrastructures, de nouveaux aménagements, et on va y amener de nouvelles activités. Alors on va s'assurer que l'écoquartier est un écoquartier. Ça veut dire que les activités qu'on va retrouver dedans ne vont pas dégrader l'environnement, mais qu'elles vont contribuer à la protection de l'environnement. On va y mettre des activités qui sont liées à la création, aux technologies de l'information, aux multimédia, aux arts cinéma, au sens large, cinéma, vidéo, etc. Et on va y mettre du logement. Parce qu'on est maintenant dans des périodes de conception urbanistique où on essaie de combiner les différentes fonctions. Et on va essayer de ramener ça sur un territoire. Alors, ici, là, c'est un projet, mais ce type-là de projet, ça fait plus belle lurette qu'on développe ça en Europe. Une des références en Europe, ça a été, et c'est d'ailleurs toujours, bien que ça a un peu vieilli maintenant, l'équipe de Manchester ou bien l'équipe de Liverpool en Angleterre. Alors en Angleterre, comme en Belgique, ou bien dans le Pas-de-Calais par exemple, on est face à la même problématique. Ça veut dire que suite à la désindustrialisation, on est face à l'existence de zones de friches industrielles qu'il faut absolument remplacer. Alors à ce moment-là, les territoires sautent sur l'occasion, ils sélectionnent ces friches industrielles et ils les reconditionnent, ils les réaffectent à ces industries créatives et industries créatives et culturelles. Et donc là, l'exemple des quais de Manchester ont toujours constitué une référence et on fait du réaménagement urbain dans la même occasion. Donc je vais terminer, parce que j'espère que je suis toujours dans le timing, je vais terminer sur un essai de modélisation qui est le fruit de ma réflexion personnelle. Donc je vous dis là, c'est vraiment du personnel, le fruit de mon expérience personnelle, expérience sur le terrain. Donc, à travers les constructions de clusters, les constructions de fédérations professionnelles que j'ai faites ici au Maroc, à travers tout ce que je fais pour assurer le lancement de l'équipe, et aussi, comme je l'avais dit, on revient par rapport à la Tunisie, etc., puisque la Tunisie, quelque part, c'est le chemin inverse que je fais, je pars du Maghreb vers l'Europe pour essayer d'implanter là-bas un concept qui est à la fois
base scientifique, etc., au Maroc, en Europe, j'interviens aussi dans des écoles, dans des cours de design, etc., pour les designers, sur la Smart City, sur les programmes. Et donc, je me suis dit, tiens, ça c'est la bonne occasion pour un peu ramasser tout ça et pour vous proposer une modélisation, mais qui n'est pas à prendre ou à laisser, mais plutôt, je vous la soumets en termes de base de discussion. Pour moi, en observant le marché, il y a trois concepts qui ressortent très très clairement. On y met un peu tout ce qu'on veut dedans, mais enfin, ce sont quand même trois tendances de fond sur le marché. C'est que les pôles, les projets de requalification territoriale, de développement territorial ou bien de requalification urbaine, elles tournent toujours autour de trois thématiques. C'est la pluriapplication, donc la ville créative, c'est la ville intelligente, la smart city, et c'est la ville verte, green city. On est toujours autour de ces concepts-là. Et ce sont des concepts qui sont interreliés, qui sont interdépendants. Il n'est pas possible de les différencier et de les isoler à 100% les uns des autres. Et au cœur de ces concepts-là, qu'est-ce qu'on trouve? Et on trouve la technologie. Et tout l'exposé là de M. Gold qui était passionnant sur un peu toutes les révolutions industrielles qu'a connues le monde sur ces 3 derniers siècles. Et c'est ça, à la base, on a de l'innovation technologique, on a de nouvelles techniques qui sont créées, qui sont inventées, qui sont mises sur un marché. Et c'est comme un peu un train, on met le train sur, on met les locomotives sur les rails, et puis le train il démarre. Et puis il fait son voyage. Et tout au long du voyage, ça génère des impacts, ça génère des mutations et des révolutions très profondes. Et on est un peu là-dedans. Ça veut dire qu'on a cette technologie qui est là au centre de cette évolution et qui modifie profondément les stratégies, les projets et les conditions de vie. Alors, dans tous les cas, en fait, l'objectif qui est recherché, d'abord le premier objectif, c'est un développement économique durable. C'est clair que dans toutes les expériences territoriales qu'on a actuellement, ici, surtout suite à la crise qu'on vient de traverser, l'objectif c'est de créer du développement économique. Et ce développement économique doit être durable. Ça veut dire qu'on ne peut pas puiser, dans les réserves que peut offrir notre planète. On risque de gâcher les générations futures. Et donc là, la réflexion, encore une fois, là, de M. Gold, sur cette ressource qui est devenue le cerveau, est une réflexion passionnante qui ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de cette réflexion-là. Le deuxième objectif, c'est l'inclusion sociale. C'est de faire du développement social. Parce qu'on est devenu des sociétés, même en Europe, on est devenu des sociétés très tendues, avec des problématiques et des failles sociales qui sont devenues très très fortes et gigantesques. Donc, toutes les stratégies publiques, elles sont orientées et au niveau des territoires vers ce qu'on appelle l'inclusion sociale, un développement social harmonieux. Et puis donc, le troisième objectif que je mets vraiment au-dessus de la pyramide, on dirait, c'est le développement humain. Et surtout, là je vais reprendre une référence théorique à nouveau, conceptuelle. Dans un de ses derniers livres, Dominique Volpon, il parle de ça, il parle beaucoup de ça. Et il dit, sa thèse, il dit, voilà, on a fait la mondialisation économique, mais on n'a pas fait la mondialisation des cultures. Ça veut dire qu'en faisant la mondialisation économique, on a laissé béant toute la problématique des cultures. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que les communautés humaines, pour ne pas dire les peuples, parce que j'aime pas le mot peuple, il est trop grandiloquent et on en a fait un peu n'importe quoi.
préfère parler de communauté humaine, mais les communautés humaines, dans cette mondialisation économique qui azimut et financière, elles prennent corps. Il y a ce cadre sur leur culture, elles défendent leur culture, et donc on a des problèmes interculturels, de culture à culture, et d'intégration de culture. Et donc Jean-Luc Breton dit là maintenant, on va s'occuper de cette mondialisation-là, de cette mondialisation des cultures. Alors, moi, puisque là, Inès a dit que c'était un point culturel, effectivement, en travaillant sur le terrain et en vivant comme les Maroc, comme les Marocains, et depuis presque 10 ans, c'est clair que quand on est dans cette position-là de passeur de la culture, on se rend compte des gouffres et des incompréhensions. Et donc là, c'est un travail énorme qui se trouve devant nous. Mais ces 3 niveaux, développement économique, inclusion sociale, développement humain et culture, c'est en même temps des objectifs. Ouais, les stratégies doivent être orientées vers ça, mais en même temps, ce sont des ressources. Ça veut dire que les territoires qui ont réussi à capitaliser le plus sur ces 3 éléments-là sont d'autant plus forts pour rentrer dans ces stratégies de smart city, creativity, city, green city. Donc là, on est devant une boucle, un cycle qui se réinjecte. Donc, c'est pour ça que là, pour les territoires marocains maintenant, quand on prend conscience de ces enjeux-là dans la mondialisation, et là, on est sur le vrai socle de la compétitivité. Il faut aller à la bagarre, il faut consolider ses armes, il ne faut pas avoir peur. Ça veut dire qu'on a des potentiels, et des potentiels qui sont complètement inexploités, et il faut pouvoir exploiter ces potentiels. Il y a ça, il faut aller dans le monde humain, il faut se battre. Il y a des expériences qui marchent, donc il faut repartir de ces exemples-là pour participer à ces processus de mondialisation. Mais ça ne sert à rien d'y aller à reculons, parce que ces phénomènes-là, ils sont là. C'est la société qui évolue. Et nous sommes vite dedans. Donc il faut y aller pour les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Thierry. Ce qui est, enfin, je ne vais pas, encore une fois, je ne vais pas résumer parce que c'était très très riche. Ce qui est important, c'est mobilité entre le culturel, l'humain et l'intelligent. C'est ça ce qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est que Thierry va essayer de nous rappeler que nous avons une richesse culturelle qu'on peut mettre en valeur. Il est obligatoire de le mettre en valeur. Et il a partagé avec nous des expériences qui ont marché ailleurs, qui peuvent bien sûr utiliser pour un benchmarking. Ce qui est aussi important, c'est que si on ne capitalise pas, si on ne fait pas de la créativité dans la culture, je vais prendre l'exemple économique qui dit que la mauvaise monnaie chasse toujours la bonne monnaie. C'est le principe qui est dans disons, les économistes. Ils disent toujours que c'est toujours la mauvaise monnaie qui chasse la bonne monnaie. Pourquoi je parle de cet exemple? Parce que si on ne met pas en valeur la bonne culture, vous le constatez, et on le vit au Maroc, c'est que la mauvaise culture, il y a plus de facilité à être commercialisée, et il y a plus, malheureusement, il y a plus de créativité dans cette mauvaise culture. Enfin, mauvaise culture, je veux dire, vous savez de quoi on parle, et ce qui est commercialisé actuellement comme culture. Donc, on a de la culture qui est autre que le folklore,
Donc, il faut s'intéresser à cette ressource inépuisable qui est riche. J'invite mademoiselle Soumia Hajbi, pardon, doctorante en intelligence territoriale à l'université Saint-Denis, membre du groupe AMIS. Je suis Soumia Hajbi, doctorante sur le thème de l'intelligence territoriale de l'AFST du SPAT, donc sur la direction de le développement. Donc, je vais essayer rapidement de vous présenter notre action et pour être lié à la thématique de la journée, donc, et son articulation spécialement avec le portail que nous voulons développer pour nos deux cas d'études de stade de Mitra. De façon générale, normalement au Maroc, l'échelon local, on constate que pour l'échelon local, il y a un retard quant à l'acquisition des systèmes d'information qui peut être décliné selon trois niveaux d'analyse. Premièrement, les réalisations techniques internes des institutions locales. On constate que les politiques au niveau local portent sur le volet infrastructure, matériel et réseau, que sur les documents et les contenus donc numérisés publics grâce à ces outils. Deuxièmement, au niveau des performances existantes, malgré le retard sur les réalisations techniques, on entrevoit donc des bonnes volontés sur plus vers l'acquisition du système d'information géographique, surtout pour les agences urbaines, et aussi des sites web par différents acteurs locaux, par les institutions locales, qui visent normalement, qui ont été utilisés pour être des vitrines numériques pour présenter leur domaine d'activité et d'intervention. Sans oublier l'environnement des institutions locales actuellement vers les réseaux sociaux pour une nouvelle conquête de démarcation territoriale et aussi pour rechercher plus de démocratie. Le troisième niveau, c'est le niveau de partage d'informations entre les différents organismes de l'administration locale. Généralement, ce niveau aussi marque un retard, et ce retard a également été pointé au doigt par la Cour des comptes en 2015. Donc, c'est dans ce contexte que notre action, l'action de l'université Hassan Ier, particulièrement le département mathématiques et informatique de la FST, donc son action sur le développement a pris comme deux territoires d'études, le territoire de Stade et de Mitra, ainsi plusieurs journées, plusieurs événements, plusieurs conférences et séminaires ont été organisés depuis 2009. Sur des thématiques qui lient l'éthique et le développement territorial. On a commencé par des réflexions sur l'impact d'éthique sur le domaine socio-économique, culturel et environnemental pour stabiliser notre réflexion sur une thématique qui est très intéressante, c'est l'intelligence territoriale, qui présente un cadre très pertinent de notre intervention. Donc, parmi les événements les plus marquants qui ont croisé notre action, c'est la création de l'association AMIS en 2017. Cette association qui vise de rapprocher, comme a précédé M. Chabab, de rapprocher le concept de l'intelligence territoriale et de scientifiser un petit peu l'intervention des recherches pour le territoire. Donc, parmi les objectifs majeurs de notre intervention, c'était de déclencher à travers un portail territorial un processus d'intelligence territoriale collective pour relever les effets du citoyen et pour développer des partenariats de développement pour les villes de Stade et Mitra. Donc, ce portail est dédié pour les différents acteurs, les institutionnels, l'université, la formation professionnelle, les entreprises, les associations. Normalement, c'est basé sur des
méthodes scientifiques. Donc, c'est une recherche-action qui se base sur une mobilisation systémique. On rappelle aussi un processus d'apprentissage en groupe, le co-design, le développement agile pour tout ce qui est technique. Normalement, voici un modèle qui présente notre action et les différentes activités. Donc, c'est la majorité des activités qui ont été réalisées durant ces années de recherche. Donc, on constate qu'il y a des activités qui ont été liées à des événements, des activités qui ont peut-être automatisé à travers un dispositif de médiation. Donc, à la partie droite du modèle, on trouve des objectifs qui peuvent être automatisés. C'est comme rendre notre territoire visible, offrir des espaces de travail collaboratifs pour les acteurs territoriaux et accompagner les porteurs de projets dans leurs projets. Donc, voici une maquette pour notre premier prototype de portail qui présente un réseau professionnel dédié aux acteurs du territoire de Stade et de Kénétra. Cette maquette concerne la ville de Stade. Donc, cette maquette elle repose sur un fonctionnement par la communauté. Donc, dès l'inscription, l'utilisateur peut s'adhérer à des communautés qui ont été fixées à travers une modélisation systémique des différentes interventions des acteurs dans notre action. Dès qu'il est connecté, l'utilisateur peut trouver son espace qui représente un flux d'activité. Donc le portail va être enrichi par la contribution de ces utilisateurs qui sont des usagers des communautés autour des thématiques et des projets de développement autour des événements territoriaux qui représentent un capital immatériel de la ville qui va être enrichi et qui va être valorisé par les différentes parties prenantes de la ville. Donc on est à un taux de réalisation de 80% de ce portail pour les deux villes. Et voilà, donc merci de votre attention et à bientôt pour les deux portails. Un grand merci à vous et je suis très ému par ce que je t'ai dit. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour tout ce qui s'est passé dès le début. Et vraiment, à la fin, d'en parler de ces gens-là, franchement, je ne sais rien dire en plus. Donc, je me présente, moi je m'appelle Youssef Jamali, je suis doctorant de première année en intelligence territoriale avec M. Delmonou, donc sous la tutelle de la FST, du STAT. Et donc, vu que le sujet est tellement intéressant et on va dire très vaste, et donc je ne pourrais rien ajouter derrière ces gens-là, j'ai préféré parler du sujet d'un autre angle. Et donc de traiter justement l'importance de la formation dans le domaine de l'intelligence, pour promouvoir justement le territoire, et c'est toujours lié à l'intelligence territoriale. Et donc, l'exposé serait intitulé donc le rôle de la formation dans l'ouverture des entreprises sur leur territoire, dans l'importance de ces formations-là. Et j'ai pris comme cas pratique le cas de l'OCP. En contrepartie d'un pendant de la doctorat, je travaille en tant que consultant à l'office par l'OCP, toujours dans le domaine de la formation. Et donc, le plan il sera à peu près donc, avec une petite introduction en parlant justement du système de formation global. Je parlerai par la suite des objectifs. Je vais étayer le maximum possible dans la vidéo, c'est justement en fonction du temps dans les parcelles dans le cadre de l'OCP. Et si j'aurai un peu plus de temps, on va parler de quelques conclusions et perspectives. Et donc, dans l'introduction, j'ai mis ce petit schéma-là que tout le monde certainement le connaît. Donc, on sait tous que l'entreprise, elle a à peu près, donc c'est une on va dire, entité génératrice de bénéfices. Et pour que ces bénéfices
cela dure dans le temps, soit par rapport à tout ce qui est concurrence, soit par rapport à l'implantation réellement dans le territoire ou même ailleurs, dans le contexte régional ou mondial, il va falloir assurer une continuité, on va dire, de gestion, une continuité de création et même une continuité d'existence. Et du coup, d'ailleurs, dans le cas pratique que je vais élaborer par la suite, le cas de l'OCP, à un moment même, si on produit avec une certaine vitesse, une certaine continuité qui est, on va dire, satisfaisante pour le client final, mais il y a quand même une concurrence qui demande plus. Il y a, on va dire, un territoire qui demande plus, il y a toute une mondialisation qui impose à l'entreprise d'être citoyenne, d'ailleurs je viendrai par ce mot-là, pour elle-même, pour qu'elle ne soit pas à la limite irradiée de tout on va dire, le territoire, même l'aspect technique que la matière que l'entreprise produit, et même aussi du territoire qui le concerne bien sûr. Et donc, par la suite, parmi les objectifs qu'on élabore, ce sont donc ces objectifs-là, ils sont posés sur les deux entités essentielles, donc, que ce soit les entreprises ainsi que les territoires. Parlons justement des entreprises. Parmi les objectifs essentiels, c'est le développement interne dans les différents centres. Donc, on va parler du développement économique, administratif, culturel. Ce sont l'ensemble des piliers qui pourraient promouvoir la société en elle-même. La création et l'amélioration de sa valeur ajoutée dans le territoire. Et l'intégration également de la société dans son environnement territorial. Donc, ça pourrait peut-être. Ça pourrait vous paraître que les deux points sont un peu les mêmes, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Puisqu'à un certain moment, on parle de la création de la valeur ajoutée, mais même si on la crée à un certain moment, ça devient un acquis pour le territoire. Il va falloir, par la suite, intégrer de nouveaux processus pour que cette création dure dans le temps, justement. Et on parlait de l'autodéveloppement de la société en elle-même. Donc, je donne juste un exemple. Lorsqu'on prend un logiciel, donc c'est une boîte noire qui est dédiée directement à une société, mais à un certain moment, on aurait besoin des indicateurs, d'autres indicateurs externes, même plus, pour pouvoir développer au premier lieu la société, mais à un certain moment, on doit développer sur le territoire. Et donc, à partir de ce dernier point, on pourrait s'emparer du territoire. Donc, ici, j'ai mentionné donc, la régionalisation dans le contexte que j'ai quand même suivi pour pouvoir générer des intérêts entre l'entreprise en soi ainsi que son entourage et pour que l'entreprise ne soit pas fermée sur elle-même. S'aligner aux objectifs de développement durable. Je crois que mes prédécesseurs ont quand même pas mal développé donc, ce point-là. Et garantir un équilibre entre les aspects socio-économiques, culturels et environnementaux qui est toujours lié au développement justement de l'entreprise. Et donc, c'est sur base de ces points-là, de ces objectifs-là qu'on devrait atteindre, vient le point de la formation. Comme étant une articulation entre l'entreprise et justement le territoire, et qui a comme objectif précis la mise à niveau des employés, justement en parlant des aspects techniques, mais aussi des aspects personnels, puisqu'à un certain moment, comme M. René avait parlé avant, l'homme, ce n'est pas un mécanisme, ça reste l'homme. On doit quand même lui donner les outils pour pouvoir assurer une tâche mécanique ou technique, mais il faut qu'il reste un homme. Il faut qu'il se sente l'épanouissement justement dans l'entreprise. Parce que quelqu'un qui n'est pas épanoui, on ne parle même dans l'entreprise. Je dirais le mot comme ça, mais à un certain moment, ce n'est pas, on va dire, rentable. Et les entrepreneurs aiment bien ce mot-là. Il faut qu'il soit rentable. Donc, on parle aussi du suivi de l'accès à l'échelle mondiale, qui est au développement justement de l'entreprise.
entreprises. Et donc, c'est sur base de ces points-là, de ces objectifs-là qu'on devrait atteindre, vient le point de la formation, comme étant une articulation entre l'entreprise et justement le territoire, et qui a comme objectif précis la mise à niveau des employés, justement en parlant des aspects techniques, mais aussi des aspects personnels, puisqu'à un certain moment, comme M. Fenelli avait parlé avant, l'homme, c'est pas un mécanisme, c'est quand même, ça reste l'homme. On doit quand même lui donner les outils pour pouvoir assurer une tâche mécanique ou technique, mais il faut qu'il reste un homme. Il faut qu'il se sent l'épanouissement justement dans l'entreprise. Parce que si quelqu'un qui n'est pas épanoui, on ne va pas même dans l'entreprise. Je dirais le mot comme ça, mais à un certain moment, c'est pas, on va dire, rentable. Et les entrepreneurs aiment bien ce mot-là. Il faut qu'ils soient rentables. Donc, on parle aussi du suivre de l'accélération de l'innovation à l'échelle mondiale, suivant les secteurs qui sont très précis. On ne va pas parler quand même de générer des logiciels avec des outils qui sont vraiment innovés bien longtemps. Il y a toujours une dynamique mondiale. On parle du point de la digitalisation des processus de gestion des savoirs. Et donc là, je parlais évidemment, suivant ces deux points-là, savoir un système d'information qui est interne d'une société, on va dire, et un système d'information qui est géolocalisé. Et on verra par la suite justement l'importance de ce point. Parlons de l'étude de cas. Donc, si je prends à titre d'exemple l'OCP, tout le monde, donc on connaît tous que l'OCP, c'est une société qui a pour but 3 objectifs ou 3 choses qu'elle fait dans sa vie. Donc, elle fait de l'extraction de phosphate. Elle fait aussi de la valorisation des phosphates. C'est donc quand je parle de la valorisation, on prend la matière première et essayer d'en créer des dérivés, que ce soit chimique ou plus. Et la commercialisation des produits. Et donc, bien sûr, OCP fait autre chose. Pourquoi j'ai évoqué uniquement ces 3 points-là? Mais c'est pour montrer qu'il y a quand même plusieurs disciplines derrière cette production-là, ou ces aspects-là. Et chaque, bien sûr, discipline découle des formations spécifiques, puisque je suis encore lié au titre que j'ai déjà annoncé auparavant, c'est toujours la formation au profit de l'entreprise et au territoire par la suite. Et donc là, j'interviens au niveau du système de formation de l'OCP toujours. Et donc, je prends le cas de Réga, parce que c'est là où je fais une consultance. Et donc, uniquement à Réga, on a 2 systèmes de centres de formation. On a ce qu'on appelle le centre de compétences interindustrielles et un centre, ce qu'on appelle OCP Skills, un centre Skills. Et donc, en ce qui concerne le premier, donc, parmi les objectifs qui ont été alignés, c'est que le centre est dédié uniquement, là je parle toujours en termes de formation, à 30% uniquement d'argent OCP. Et le reste, 60% est dédié à l'écosystème. Et donc vraiment à la région qui entoure. Et donc, grâce aux gens qui sont donc, aux dirigeants du centre, ils ont pour assurer cette année-ci presque 30% du chiffre de 200 000 jours par formation, 2 jours de formation par an, ou de 20 000 jours de formation par an. Et donc, ce sont des formations sur différentes panoplies. Donc, on a des formations techniques, des formations managériales qui sont ciblées, donc qui sont justement dédiées aux agents OCP. Donc là, je parle de tout ce qui est machinerie, dans tout ce qui est automatisation, dans tout ce qui est formation, ce qu'on appelle en interne formation transversale, vraiment le développement de la personnalité justement de l'agent. Des formations, des journées spécifiques, des journées d'HSE, des journées de certification. Donc, c'est vraiment très différent. Et donc là, je parle du centre Skills, donc le deuxième point, qui est dédié 100% à l'écosystème. Et donc, c'est tout un centre qui est construit par l'OCP, mais qui est justement, son rôle, c'est de former l'ensemble des intervenants liés directement
aux collectivités locaux, à la région, aux municipalités, un peu de tout, donc la politique administrative de la région. Donc on parle aussi de la régionalisation des besoins. Et donc ça, parmi on va dire, les choses qui ont été faites au niveau de la région de Fribourg qui est vraiment chouette, c'est que, et là d'ailleurs je le savais juste depuis la semaine passée, c'est que ce centre-là, il va faire toute une, on va dire une école qui sera dédiée aux jeunes femmes qui sont dans les environs de Fribourg, on va dire ainsi là, la peur et tout. Et on va essayer de ramener les gens là pour les former, même avec leurs enfants. Il y aurait une crèche dédiée pour ça, et donc c'est vraiment pour l'alphabétisation des gens qui sont dans les environs. Donc ça a un impact réellement direct sur l'ensemble de la région, au détriment justement de la société qui a contribué pour cette école. Et donc on a d'autres points qu'on pourrait à la limite développer par la suite. Donc je sais que je crois que j'ai dépassé les 5 minutes, donc je crois que je vais finir dans une minute. Et donc, parmi ces objectifs-là pour les atteindre, fallait à un certain moment, on va pas dire générer, mais s'assurer d'avoir les bons outils dans les bonnes places. Et donc quand je parle des outils, mais ce sont des humains, ce sont des gens qui sont là pour former l'ensemble de ces familles-là pour atteindre ces objectifs-là. Et en parlant justement des agents OCP, des agents pour etc., ou même des agents qui sont externes, un peu c'est mon cas. Et pourquoi j'ai évoqué le deuxième point, et d'ailleurs ça s'inscrit aussi dans le cadre de mon doctorat, d'ailleurs avec ces Jawad, c'est qu'à un certain moment, on parlait de la capitalisation du savoir. Et on parlait aussi de la régionalisation du savoir. Et ce système-là, elle est vraiment établi dans ce centre-là, dans le sens où les gens qui sont retraités et qui ont du savoir, qui ont bien servi au sein de l'OCP pendant plusieurs années, on ne va pas leur dire stop, vous avez dépassé 60 ans, c'est bon, c'est fini, mais non. On les a ramenés pour de nouveau, d'ailleurs l'OCP les a ramenés pour de nouveau, pour essayer de bénéficier de leur savoir. Et donc ça c'est très chouette. Et c'est très, on va dire, ça a donné des fruits qui sont tellement intéressants au sein de l'OCP. Quand j'ai des fruits, c'est toujours en termes de rendre. Et donc, parmi ce mécanisme de formation permet justement aussi l'implication dans l'écosystème. C'est comme les deux exemples que j'ai évoqués auparavant. Augmenter la citoyenneté de l'entreprise, c'est le cas réel de l'OCP dans un écosystème. On ne parle pas uniquement de Fribourg, mais c'est vraiment toute la région. Et de la digitalisation du système de formation qui est un centre. Et ça sera aussi dans la perspective de 2019-2020 des dirigeants de l'OCP pour permettre aux différents centres de formation de s'aligner sur la même typologie et la même qualité de formation pour l'ensemble des agents. Voilà, donc j'en passe à la conclusion et je vous remercie pour cette intervention. Merci Sylvestre. Comme vous pouvez le constater, toutes ces interventions convergent vers un seul point, c'est le changement de paradigme. Le changement de paradigme économique et la nécessité d'un raisonnement global, d'un raisonnement, on va dire, complémentaire et une intelligence collective. Une intelligence collaborative. Donc voilà, ce qu'on peut constater, c'est que le sujet, il est tellement important, il est tellement, on va dire, stratégique, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont présents. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens présents, moi, ça ne me démotive pas. Ça montre que nous avons encore du pain sur la planche. Ça veut dire que le sujet il est tellement important qu'il faut faire encore des efforts pour sensibiliser. Parce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a du travail de sensibilisation, de vulgarisation, de prise
d'appropriation de cette approche. Donc, bon, il y a aussi les dates, on va dire, l'éducation humaine, le matin, etc. Mais je pense qu'on a encore du pain sur la planche. J'ouvre, si vous permettez, j'ouvre le débat pour les questions, si vous avez des questions. Et j'invite les différents intervenants qui sont concernés ou ceux qui posent la question à désigner disons, la personne que vous voulez questionner. J'invite les intervenants à poser des questions pour leur réponse. Merci. On avait tellement de tâches. Parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent sur le développement territorial. Je vous présente Katar Janatni. Je suis étudiante doctorante en deuxième année des facultés au cadre du professeur Jérôme et des autres professeurs qui sont avec moi. Donc, je travaille justement sur un sujet qui est axé sur le genre, la dimension genre. Malheureusement, sur plusieurs interventions, je n'ai pas noté un seul commentaire par rapport à cela. Donc, même dans la littérature, on ne trouve pas assez de données concernant le développement territorial axé sur le développement du capital humain et spécifiquement des femmes. Et donc, je voudrais avoir votre vision par rapport à ça. Qu'on puisse s'inspirer de vos pensées dans le cadre de la recherche. Peut-être parfois justement pour concrétiser l'équipe des gens, on n'en parle pas. Parfois on le fait comme ça. C'est-à-dire on essaie de ne pas sortir un cas de niveau parce qu'on dit lorsqu'on va favoriser d'une manière intelligente et scientifique le développement territorial, ce sont les femmes qui vont bénéficier de l'espace, mais ce sont elles qui sont en retard. C'est-à-dire dans le système de développement qu'on essaie d'instaurer, de mon côté, quand j'ai parlé de décloisonnement, etc., c'est aussi le décloisonnement social. Ceux qui sont en retard vont beaucoup plus bénéficier. Ce que je dis, c'est je prends le risque de le dire. Je le dis, j'ai un petit peu. Mais la première raison, c'est que moi j'avais équipé des gens, je l'ai effacé dans mon introduction, parce que j'avais aussi ton travail. Parce que je me suis dit, le terme inclusif est beaucoup plus général et ça inclut toutes les dimensions, toutes les inégalités, toutes les exclusions, qu'elles soient entre les couches sociales ou les hommes-femmes. Tout ça, c'est ma part. Je sais pas. Il y a une dimension dans l'économie actuelle qu'il faut percevoir. Elle n'est pas seulement productive et créative, elle est aussi tentée par des dérives diaboliques, comme l'a été l'économie mécanisée avant. Vous savez que l'économie mécanisée, qui a apporté énormément de choses nouvelles, et a énormément accru la productivité de l'action humaine, elle a aussi beaucoup amélioré la production des armes, et c'est à elle que l'on voit le caractère extrêmement destructif et massivement destructif des deux guerres mondiales. Si on a pu, avec les bombardiers, c'est-à-dire à la fois un produit de la chimie et de la mécanique, détruire des villes entières, je ne parle même pas bien sûr de la bombe atomique qui est d'une autre catégorie, mais si l'on a pu exterminer des millions d'hommes lors des guerres mondiales, c'est bien grâce au
perfectionnement apporté par la mécanique. Et nous avons, avec l'informatisation, des tentations analogues. L'être humain peut trouver son bonheur et son équilibre personnel, intime dans l'activité productive. Ça, c'est une possibilité, mais il peut aussi, c'est une autre option psychologique, trouver son équilibre et son bonheur dans la prédation. Et cette prédation s'est développée très fortement. L'informatique a énormément facilité le travail, si je veux dire, si je peux appeler ça un travail, le travail des prédateurs. La banque est devenue, parce que c'était une tentation qui s'est révélée irrésistible, elle est devenue globalement prédatrice. Le profit que les banques tirent de leur salle de marché, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que c'est un profit qui est prélevé sur le reste de l'économie sans rien produire. Et la mission historique de la banque, qui était l'arbitrage entre le rendement et le risque dans la gestion du crédit, c'est une activité qui a été pratiquement abandonnée au bénéfice de l'activité prédatrice des salles de marché. Vous savez, le système bancaire, les banques dans leur ensemble ont accepté de payer, pour éviter des procès, des amendes dont le total s'établit aujourd'hui, enfin, il s'établissait au milieu de 2007, donc je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais au milieu de 2007, ce total c'était déjà 321 milliards de dollars. Bon. Donc, si ça n'est pas une preuve suffisante du caractère globalement prédateur adopté par les banques, je ne sais pas si vous avez vu, non, vous avez peut-être pas vu au Maroc. Il y a eu une émission sur HSBC qui était très révélatrice. HSBC qui était la banque des trafiquants d'opium au XIXe siècle et qui a continué dans la même logique. Donc, nous avons, avec l'informatisation, une possibilité productive énorme et une possibilité diabolique et prédatrice également énorme. Et donc, quand je parle de l'efficacité de l'économie informatisée, etc., c'est en supposant que l'on est assez lucide et assez bien organisé pour contenir la tentation de la prédation, qui se manifeste, par exemple, aujourd'hui par les rémunérations extravagantes qu'obtiennent les dirigeants économiques. Quand quelqu'un obtient dans l'année une rémunération qui est la valeur du patrimoine d'une famille déjà bien à l'aise. Monsieur Voll, c'est que pour rémunérer le capital, ils n'ont pas de travail, de plus en plus. À tel point que, actuellement, nous avons 55 personnalités qui ont la richesse, c'est l'équivalent de tout le reste du monde. 55 personnes. Et ce qui est, tout à l'heure, j'ai parlé de voyage dans le temps et dans l'espace. Quand il parlait de la Chine, qui était un pays où le premier où on a connu le papier, l'écriture, l'impression, mais il était tellement sûr d'elle qu'il n'a pas vu ce danger de prédateur arriver. Le problème actuel, il est beaucoup plus dangereux dont il parle sur Voll, c'est que au moins on était, disons, la violence pour s'enquérir d'un territoire, d'une richesse, c'était de contact corps à corps. Après on est passé de machine à corps, on a pu le faire de façon massive. Maintenant c'est très dangereux et on doit prendre conscience, c'est qu'il est beaucoup plus soft. Il est, on va dire, information à la porte. Donc c'est immatériel, il est dématérialisé, il est dans le sens de, on peut dire la même analogie, dans le sens de passage de corps à corps, on va tuer de façon massive, avec disons, de façon indirecte, soft, les effets vont être beaucoup plus néfastes. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience. C'est ça. Et se rendre compte de la vitesse d'obsolescence de nos connaissances
et de notre richesse. C'est ça le problème, c'est la vitesse, elle est vertigineuse. Voilà. Surtout, on va une comparaison avec toi. Monsieur dit un point sur des processus irréversibles qui se déclenchent dans l'histoire, la découverte. Monsieur Roy a mis la main sur le processus de déclenchement irréversible du phénomène social, surtout l'industrialisation mécanique à l'époque, qui a déclenché qui a influencé toute l'histoire de la nature jusqu'à présent. Il y en a des ouvriers, il y en a des prolétariats, il y en a pas mal de choses qui ont influencé des actes scientifiques qu'on ne fait pas attention, avec lesquels aussi on veut découvrir, on veut demander, mais on déclenche des processus irréversibles qu'on ne peut pas les arrêter, on ne sait pas où ils vont. Je pose la question, est-ce que maintenant ce monde d'informatique, de cette technologie nouvelle, est-ce qu'on peut savoir à quel point il va arriver, il va nous amener où aussi dans le processus de mobilisation dont vous avez parlé, que peut-être avec des outils mathématiques, probabilité, des calculs statistiques, vous pouvez maîtriser des paramètres de comment les exploiter pour produire mieux, pour aller dans le bon sens. Et je vais enchaîner ça, ce sont des outils mathématiques. Ce qu'il a évoqué M. Boulot, c'est le côté social, le bonheur. Est-ce qu'il n'y en a pas maintenant des outils qui font intervenir ces notions sociologiques de bonheur, de vie, de tout ça, qu'on mobilise, ou aussi encore ce ne sont pas des choses exactes, c'est un hasard, c'est un phénomène irréversible, qu'on ne sait pas où il va prendre. Et aussi, tout ça, on travaille, on gagne. Je reviens à l'intervention de M. René qui dit qu'il y en a des secteurs où on investit mais ne sont pas protégés. Il y en a des gens qui travaillent, mais il faut savoir aussi des outils pour protéger, parce que si on fait avec les deux cerveaux humains, dans les domaines qui ne sont pas matériels, tu vas créer des choses, mais ces choses ne sont pas protégées, ils vont, sauf si tu as un militant, tu travailles pour travailler, pour donner le bonheur à l'ensemble de son tout ça reste. Aussi, il faut faire l'effort dans le propriété intellectuelle de protéger des choses qui ne sont pas matérielles. Et j'espère que j'ai passé le message. Et c'est pas une question seulement j'évoque l'utilité de l'intervention. Merci. Et je suis très content d'avoir ces idées, ce massage des idées qui sont très fortes. Merci. Ce que monsieur a dit, parce que j'ai des problèmes d'oreille. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, me condenser ce que monsieur a dit? Oui, il a repris des parties de son intervention et de ce qu'on a dit Guillaume. Et à un certain moment, il se demande est-ce qu'on peut modéliser le sensible et l'intégrer dans les prévisions pour voir où est-ce qu'on peut aller. Et puis, est-ce qu'il y a une limite? Parce que nous vivons comme révolution technologique et très bien. Bon. Il y a un aspect théorique et puis un aspect historique peut-être aussi. Du point de vue théorique, je crois qu'il faut avoir une conscience exacte des limites de la science économique. La science économique,
essentiellement une théorie d'efficacité. En tant que telle, elle peut être mise au service des intentions les plus perverses. Une société esclavagiste peut être optimale, comme on dit en économie. Donc, la science économique en tant que telle ne prend pas de position morale, n'a pas de dimension éthique. Elle répond simplement à une question. Une fois que je me suis donné un but, et ce but peut être éventuellement pervers, diabolique, etc. Une fois que je me suis donné un but, comment l'atteindre efficacement? Elle répond ça. Alors, dans certains côtés, on ne peut pas s'en passer, parce qu'il serait bien d'être inefficace. C'est clair. D'un autre côté, si la recherche de l'efficacité nous distance d'une réflexion sur le but qu'on vise, ça peut nous mener strictement n'importe où, ou même au pire. Donc, il faut avoir, du point de vue théorique, conscience des limites de la science économique et savoir la compléter. Et il faut la compléter par la dimension éthique qu'elle ne comporte pas. Je pense que par une tentative d'Amartya Sen qui prétend que l'on doit introduire l'éthique dans l'économie, elle est très dangereuse. Parce qu'elle pousse à croire que l'économie peut avoir réponse à tout. Or, ça n'est pas vrai, elle n'a pas réponse à tout. Donc, et notamment une société qui ne se donne que des buts économiques peut divaguer complètement. Il faut bien séparer ce qui est la théorie, la doctrine, la pratique de l'efficacité d'un côté, et d'un autre côté, la réflexion éthique qui, elle, porte sur les buts. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'on a dans la théorie de la justice de John Rawls une réponse extrêmement importante. Justement, la réponse de John Rawls, c'est qu'il faut que la société soit inclusive. Alors, je ne vais pas développer ça ici, mais il dit il n'est pas nécessaire que la société soit égalitaire. Par contre, il faut que la société soit très attentive au sort qui est celui des moins favorisés. Voilà. Il faut que, au cœur de l'organisation de la société, de la réflexion sociale, la partie de la population qui est la moins favorisée fasse l'objet vraiment de toutes les attentions. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi il n'est pas égalitariste? C'est parce qu'il dit si on cherche l'égalité à tout prix, peut-être que ça va dégrader encore la situation des moins favorisés. Donc, ça n'est pas forcément la même chose. Donc, je crois qu'il faut combiner ces deux optiques, équité d'un côté, ça c'est une certaine dimension de l'être et de la vie, bon. Et de l'autre côté, efficacité. Il ne faut pas les Alors maintenant, si on a ce point de vue, un binaire, c'est un peu comme un espace à deux dimensions, là c'est des X, là c'est des Y, si vous oubliez une des dimensions, vous ratez quelque chose d'essentiel dans le monde. Maintenant, du point de vue historique, si je regarde la situation actuelle, donc on a une économie informatisée qui fonctionne comme elle peut, avec le système financier qui, comme je vous le disais, est devenu globalement prédateur, il faut dire le mot, il n'y a pas, c'est un fait. Ma question, mais c'est qu'est-ce que le bonheur? Je crois qu'on est tous là pour chercher du bonheur. Je crois que la Bible est basée sur ça. Et au niveau religieux, le paradis et l'enfer, c'est le bonheur, non-bonheur. Mais je crois que le système libéral est basé sur le luxe. Le bonheur, c'est le luxe. Et le luxe se base sur deux éléments qui sont vitaux, qui sont d'abord le désir et le désir. Et je crois que la dynamique qui peut faire bouger une société, c'est d'abord qu'il y ait du désir et du désir. Très bien, monsieur Michel. Vous avez parlé pendant votre intervention de l'histoire, du développement de l'économie à travers l'histoire. Et ce que j'ai compris, peut-être
c'est pas vrai. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait déjà, quand la machine de gestion est arrivée, il y avait une certaine rupture avec l'économie, le système économique précédent. En ce qui concerne la succession des systèmes techniques, on peut dire ça comme ça. Alors, rupture ou mutation, je ne vous discuterai pas sur ces mots-là, je veux bien mutation. Il y a un livre très important qui est le livre de Bertrand Gilles, Histoire des techniques, publié dans la collection La Pléiade de chez Gallimard en 1978 et malheureusement qui n'a jamais été réimprimé. Donc c'est une rareté que l'on trouve chez les marchands de livres d'occasion et que l'on paie très cher parce que c'est très recherché par les professeurs. Tant que Bertrand Gilles développe une approche de l'histoire qui découpe en périodes caractérisées chacune par un système technique, c'est-à-dire la synergie de quelques techniques fondamentales. Donc, dans le monde mécanisé, c'était la mécanique, la chimie et l'énergie. C'était ça la synergie de cette économie-là. Et en économie informatisée, c'est la synergie du logiciel, du microprocesseur et du réseau. Voilà. Et donc, lorsque l'on passe d'un système technique à un autre, cela a des tas de conséquences, bien sûr,